laisse la parole parce que je suis très heureux d'être ici à Cournon pour ce sommet de l'élevage. Saluer les parlementaires, députés et sénateurs, saluer le président du département, saluer le maire, le président de la métropole. Enfin, vous saluez toutes et tous en vos grades et qualités, mais il y a quelques visages que je connais dans le long parcours finalement qui m'amène jusqu'à vous, le parcours de vie, le parcours d'engagement qui est le mien. Je vais pas être très long, je voulais juste dire qu'on est dans un moment qui est un moment particulier. Évidemment, je souhaitais, non pas seulement parce que c'est un académique pour un ministre de la Culture, parce que je souhaitais vraiment être là aujourd'hui, parce que je pense qu'on est à la croisée des chemins. Il y a beaucoup d'interrogations dans le monde de l'élevage, beaucoup d'inquiétudes qui sont profondément relayées d'ailleurs par les organisations professionnelles et les organisations syndicales, que je remercie, parce qu'il y a toujours une attention particulière sur ce sujet-là. Je vais prendre juste un mot et à partir de ce moment-là vous dire les 3 ou 4 idées sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Ce ministère, je le dis sous l'œil de la présidente Lambert, ce ministère il s'appelle ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ce n'est pas complètement hasard s'il s'appelle ainsi. Ça marque la volonté, alors la volonté n'est pas tout, mais ça montre la volonté qui est la nôtre de faire en sorte que nous nous attachions à la question de la souveraineté alimentaire. La guerre en Ukraine, et à vrai dire avant la Covid, a montré aux gens un certain nombre de choses. La première, c'est que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas un acquis. Et que la souveraineté alimentaire, c'est une liberté assez fondamentale quand on ne veut pas dépendre d'autrui pour nourrir sa population. Alors, nous n'en sommes pas là en France, mais nous avons besoin de reconstituer quand même une capacité de souveraineté alimentaire, parce qu'on voit bien le chemin sur lequel nous sommes depuis des années. Pourquoi? Parce que le sujet de la souveraineté de l'alimentation n'était plus un sujet central de préoccupation. On se disait que c'était acquis. À la vérité, la souveraineté alimentaire, c'est un combat de tous les jours, parce que ça n'est jamais acquis. Et il y a des pays aujourd'hui qui se trouvent et qui se mordent les doigts de n'avoir pas pensé à la capacité à pouvoir nourrir sa population. Évidemment, quand vous ne pouvez pas nourrir votre population, vous êtes à la merci de ceux qui vous nourrissent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. À vérité, M. Poutine, il nous a réappris quelque chose que nous avions sans doute collectivement oublié, c'est que l'alimentation, ça peut devenir une arme. Et donc, dans cette période-là, j'invite à ce que nous ne désarmions pas. Alors, nous ne désarmions pas moralement sur ces questions alimentaires, et après pratiquement. Et donc, pour ne pas être trop long, les sujets sur lesquels nous avons besoin de travailler, en particulier sur les questions d'élevage, d'abord, on en a parlé ce matin avec les professionnels. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire s'il n'y a pas de rémunération. Si on ne rémunère pas le prix de la matière au prix qu'il est produit, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. C'est un travail que nous devons faire, nous, gouvernement, ce que doivent faire les transformateurs, ce que doivent faire les distributeurs, et c'est aussi une prise de conscience que doivent avoir les citoyens. Je disais, non pas à la radio, j'y ai pensé seulement après ce matin, 50 € de plus sur le lait, c'est 0,05 centimes sur la brique de lait. Et donc chacun a sa proportion, il peut 0,05 centimes sur la brique de lait. Donc tout le monde n'a pas le même niveau de revenu, mais le citoyen, le consommateur, il est par ailleurs citoyen. Et quand il achète une brique de lait, qui décide de mettre 0,05 de plus par litre, il décide de permettre à un éleveur de gagner sa vie. Et donc il me semble que... Et donc c'est une prise de conscience qu'il faut faire à la fois vis-à-vis du citoyen et du consommateur, et c'est une pression qu'il faut faire aussi sur la distribution. On a depuis 60 ans construit un modèle en disant le bon prix c'est le bas prix. Le bon prix c'est pas le bas prix, le bon prix c'est celui qui assure la souveraineté et donc la rémunération des agriculteurs. Donc premier élément, c'est la question du prix. Deuxième élément, c'est... Merci. Alors c'est une chose de le dire, après il faut y arriver, mais je le disais ce matin, même si certains réagissaient, c'est aussi un débat d'opinion. On a toujours eu le prix honteux dans le milieu agricole. Mais une brique de lait, ça vaut quelque chose, ça a de la valeur parce que ça a un prix. Sinon, ça n'a pas de valeur. Et donc, c'est comme ça d'abord qu'on fera de la souveraineté alimentaire. Le deuxième élément sur la souveraineté, c'est tout le travail qu'on essaie de faire sur un certain nombre de filières pour reconquérir. Alors là, on est sur l'élevage. Je dis fruits et légumes quand même, mais il y en a aussi, et il y a besoin de végétaux aussi dans l'élevage. Et donc ça c'est le deuxième élément, c'est de regarder secteur par secteur, et c'est le travail qu'on va essayer de faire avec les professionnels, là où on a des marges, de progrès, comment on peut. Le troisième sujet de la souveraineté, c'est de préparer, y compris l'élevage, aux grands défis qu'on a devant nous, je pense au défi du dérèglement climatique, en particulier, et des grandes transitions qui sont devant nous. On ferait erreur à ne pas dire qu'il y a quand même des transitions qui sont compliquées, la décarbonation, le stockage du carbone, l'évolution du modèle, et en particulier la capacité du modèle à résister à du dérèglement climatique. Vous le voyez cette année, j'espère que ça n'est pas tous les ans que ça viendra, mais même tous les 5 ans, ça va faire beaucoup déjà. Et donc il faut qu'on prépare l'agriculture, et donc ça, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est la science, c'est l'évolution, c'est l'investissement.
Et pour qu'il y ait de l'investissement, il faut aussi qu'il y ait, je répète, il faut qu'il y ait des revenus. À chaque fois, on est en revenu quand on fait le... Et donc ça, c'est la capacité à comment dirais-je, à faire face aux grandes transitions. Parce qu'on ferait défaut à notre responsabilité si on ne vous disait pas qu'on a des défis qui sont énormes sur lesquels il faut qu'on vous accompagne. Quatrième sujet, il ne faut pas que la société adresse des injonctions contradictoires. On ne peut pas dire on veut défendre le modèle en passant son temps à le démolir. On ne peut pas dire on veut du pastoralisme et pas essayer de parler comme j'essaie de le faire. Certains pourraient penser que c'est obsessionnel, mais comme j'essaie de parler de la question de la prédation. Il ne faut pas être contradictoire dans nos affaires. On ne peut pas tout et le contraire de tout. Et il faut qu'on le mette à la société. Vous voulez du pastoralisme, alors il faut qu'on parle de prédation. Vous voulez du pastoralisme, alors il faut qu'on parle de rémunération. Vous voulez du pastoralisme, alors il faut qu'on parle d'installation. Et parfois de la conflictualité des usages qu'il peut y avoir sur ces sujets. Donc je ne suis pas plus long, mais on a besoin de gérer la contradiction de la société qui dit un et qui dit parfois l'inverse et qui désespère en vérité beaucoup d'éleveurs. Et puis je finis, pour ne pas être trop long, parce qu'après nous avons un débat avec quelques-uns sur les questions assurantielles. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de renouvellement des générations. Le président de la République a indiqué à Terre de Gilles dans la prolongation ce qu'il avait déjà dit qu'il souhaitait qu'il y ait une loi d'orientation et d'avenir. La loi d'orientation et d'avenir, elle doit servir à poser les bases du renouvellement des générations. Alors pour qu'il y ait du renouvellement des générations, il faut de la rémunération, de nouveau, il faut de la capacité à s'adapter aux grandes transitions, il faut un message clair en termes de compétitivité des systèmes d'exploitation, en élevage comme ailleurs. Et puis le dernier élément, je voudrais finir par ça, il faut qu'on arrive, et c'est en tout cas ce que je m'emploie à faire depuis que je suis arrivé à ce poste, parce que parfois c'est désespérant de voir comment les débats sont réduits à des bandeaux sur des chaînes d'information continue. On a besoin d'expliquer aux gens que pour qu'il y ait de l'agriculture, il faut qu'il y ait de l'eau. Si on veut un modèle de transition agroécologique, il faut qu'il y ait de l'élevage. Non, nous ne sommes pas un pays d'hyperproductivisme industrialisé. Nous sommes un pays qui est productif, qui est compétitif, mais qui a un modèle particulier à défendre dans le champ agricole qui est le nôtre. Et donc on a besoin, avec vous, mais c'est la responsabilité, ça, des politiques, de ne pas se laisser aller à la facilité des temps et à la facilité des langages. Comme si tout était simple. Ce matin, j'avais un petit débat à l'issue, je dis sous l'œil de monsieur le préfet, avec un journaliste qui... On était un peu dans le règne du... Je comprends d'ailleurs, du yaka faucon. C'est simple, il y a des solutions. Non, il n'y a pas toujours des solutions. Il faut éviter de faire des interdictions sans les solutions. En tout cas, il faut essayer de travailler pour faire en sorte que nous ayons une meilleure compréhension de la société. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai déjà été trop long. Merci en tout cas de votre accueil et je suis très heureux de passer avec vous tous cette journée à Cournon, qui est une belle journée pour l'élevage, puis une belle journée pour l'agriculture. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, Stéphane Jondel, producteur de lait dans le département de la Loire. Deux questions. La première chose sur le système assurantiel. Quand on a des bonnes années aujourd'hui, il faudrait regarder la fiscalité, qu'on puisse défiscaliser sur les stocks. C'est une question très importante. Un deuxième dossier que vous avez abordé, le système assurantiel, le stockage de l'eau, qui tient particulièrement au cœur, et le gouvernement a fait le barème de l'eau, où on n'a pas pris part dans ce dossier-là. Il y a quand même un vrai problème avec les agences de l'eau, notamment une qui nous concerne ici, qui est Bretagne. Vous savez que le SDAGE est attaqué. Là, c'est quand même un État dans l'État. Que pensez-vous faire aujourd'hui pour que les agences exécutent l'ordre du politique et ne font pas qu'à leur tête? Ça devient totalement invivable. Le système fiscal assurantiel, enfin quelque chose qui fasse que la profession, ça existe dans d'autres secteurs que dans l'élevage, est pris en charge parfois du stockage quand on peut faire du stockage et qu'on ait des systèmes fiscaux. Moi, je ne suis pas fermé à cette question. Il y a une proposition qui est sur la table, je le dis, dans le budget 2023, ça va être un peu court, on a besoin de stabiliser un système. Mais le principe lui-même, qui est de dire solidarité, grande culture, élevage, et deux, à l'intérieur des filières, comment on peut faire en sorte de se protéger des mauvaises années en fiscalisant différemment les bonnes. Mais évidemment, ça pose des sujets budgétaires qu'on a devant nous. Mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Quant à la question de l'eau, globalement, au-delà des agences et du reste, je pense qu'on a un varenne de l'eau. Je ne sais jamais si c'est Grenelle ou Varenne. C'est un varenne de l'eau qui a posé à la fois les termes du débat, qui a dit système assurantiel, changement, évolution des pratiques, accompagnement à l'évolution des pratiques et stockage de l'eau. De là ont découlé des projets. Nous partageons la même agence, que moi je suis en région Centre-Val de Loire. C'est la même agence et je vois les mêmes conflictualités. On ne va pas se raconter d'histoire, mais on a besoin de regarder, de déployer les projets qui sont sur la table, et s'ils bloquent, moi j'ai demandé d'avoir une revue de projet département par département pour dire pourquoi ça bloque, où est le problème, et qui a décidé qu'on finance ou on ne finance pas. Parce que il y a des opérateurs de l'État, mais c'est des opérateurs de l'État qui perçoivent
Donc les uns ou les autres, hein, peu importe. Donc j'ai bien l'intention de regarder et de voir où ça bloque. Et puis deuxième élément, il faut quand même qu'on tire leçon de ce qui s'est passé cet été en termes de... Le Varenne de l'eau, il est dans un schéma dont on a vu qu'il est assez bouleversé ou qu'il est encore plus aggravé par des épisodes comme celui-là. Donc comment on fait en sorte, quel type de réserve? Moi je pense qu'il faut qu'on ait des ouvrages, il y a des ouvrages de petite dimension, mais je pense que la question de la taille des ouvrages et de la nature des usages est importante. Parce qu'aujourd'hui les ouvrages, ils vont servir à lutter contre les inondations, ils vont servir à faire de l'irrigation, ils pourront servir parfois à l'alimentation en eau potable, ils serviront à maintenir les étiages, donc vertu environnementale, et ils serviront aussi à lutter contre les incendies. Et donc ça pose la question de la nature et de la taille des ouvrages. Et donc il faut qu'on travaille là-dessus, parce que là on a un changement de modèle à avoir un peu, et en essayant de sortir, pitié, c'est ce que je disais tout à l'heure, des caricatures, des gens qui vous expliquent qu'il n'y a qu'un faucon, et qui vous expliquent en gros que l'agriculture sans eau c'est possible. Oui. Oui. C'est comme de dire la vie sans oxygène c'est possible. Mais on peut toujours le dire au coin d'une table, mais moi je ne sais pas faire. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre, monsieur Deltournaille, je crois qu'il faut qu'on arrête.